Game begin. Aujourd'hui, effectivement, on va parler de la data science et ses bons et mauvaises pratiques un peu. Mais avant de commencer, je voulais savoir qui parmi vous s'est déjà fait faire un costard sur mesure? La personne? Ah, il y a une personne. Et qui n'a jamais ressenti le besoin d'avoir un costard tout court? Ah, elle a quand même. Mais du coup, qui n'a jamais eu le costard? Je parais, donc ok. Donc la plupart de vous, le besoin de costard, est-ce que c'était parce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous le portez tous les jours? Qui a porté tous les jours le costard que vous avez acheté? Parce qu'il y en a beaucoup qui en avaient. Ah, donc il a fini dans le placard. Et on va un petit peu voir les différents cas de ce besoin d'avoir un costard. Donc, la plupart des gens n'ont pas besoin de costard tous les jours. Effectivement, on est heureux au quotidien dans nos t-shirts et jeans, mais sous la pression de la société, parce que pour les entretiens, pour les intermos, pour les mariages, on est obligé d'acheter le costard, on l'achète et finalement, soit il finit dans le placard, soit on le porte, mais on n'est pas heureux, on ne se sent pas confortable et pas tout à fait heureux, parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Et donc, il y a d'autres cas de figure quand vous avez vraiment besoin d'un costard. Je ne sais pas, vous avez besoin d'un costard et tous les jours, vous le portez tous les jours et donc vous rentabilisez bien votre achat. Et tout naturellement, vous dirigez vers les magasins où vous achetez le costard. Et si vous avez un corps standard, sur le standard, vous avez de la chance parce que le costard dans le magasin standardisé vous va parfaitement. Mais si vous n'avez pas un corps standard, ce qui est le cas de la plupart de nous, et c'est normal parce qu'on est tous et toutes différents, vous n'êtes pas si beau que vous voulez être. Et dans ce cas-là, soit vous laissez tomber l'idée d'acheter le costard, soit vous continuez à le porter, mais voilà. On revient vers le cas numéro 1, quand vous êtes un petit peu ridiculisé parce que ce costard, il ne vous va pas. Mais si vous avez l'argent, ou si vous avez les amis qui peuvent vous offrir ce costard, effectivement, vous pouvez faire le costard sur mesure. Et là, même si vous n'avez pas un corps idéal, vous êtes très très beau, vous êtes nickel avec ce costard. Mais il faut faire attention parce que même si vous faites le costard sur mesure et vous avez un tailleur qui n'est pas attentionné, il n'est pas expérimenté, vous pouvez finir avec le costard sur mesure, mais mal taillé. Et donc, vous allez me demander, c'est quoi le rapport avec la data science? Et en fait, la data science, c'est comme un costard. On peut voir tous ces cas-là. Des fois, on n'a pas besoin de data science, mais on le fait, on l'utilise une fois, et après, les projets de data science, on les montre en démo, et puis ça finit dans le placard, ça finit dans les dossiers et des rapports de CIR. Des fois, on a besoin de data science, mais on n'arrive pas rapidement faire les solutions existantes plug and play. Et aujourd'hui, on va parler surtout des idées et des solutions pour les business AI second businesses, donc les entreprises pour lesquelles data science n'est pas le cœur de métier. Donc leur MVP, il ne se pose pas dès le début de la data science, ils veulent enrichir leurs produits avec. On ne va pas aujourd'hui voir les idées, ces idées, ils ne ciblent pas forcément les grandes boîtes qui ont beaucoup de ressources et peuvent avoir 12 équipes de data science, une appliquée, une recherche. C'est plutôt orienté pour les moyens et petits startups, mais quelques idées peuvent être aussi récupérées pour les grandes entreprises pour mieux organiser. On va voir ça tout à l'heure. Donc, je me présente, je m'appelle Anastasia, je travaille chez Convat, qui s'engage à minimiser la facture d'électricité, soit grâce à l'autoconsommation, si vous avez les panneaux solaires, soit grâce à l'efficacité énergétique.
Et je suis aussi membre de Montpellier TechHub et du CHES France et je suis organisatrice des meetups Functional Programming et Big Data Science Montpellier. Donc si jamais vous êtes dans le coin, venez donner un talk ou juste participer. Et donc, ma présentation va être organisée de manière suivante. Donc, je vais vous proposer 7 axiomes. Donc, je l'ai appelé axiome, mais c'est les postulats, c'est les fondements que je vais expliquer rapidement. Mais je ne vais pas vous démontrer, et c'est discutable tout comme n'importe quel axiome. Et ces axiomes vont nous donner le contexte et l'orientation pour prendre ces actions pour réussir nos projets de la data science. Donc, tout commence d'habitude avec les données. L'entreprise se dit, on a de la data. Et data, il paraît que voilà, c'est un peu aux yeux d'or. On va peut-être devenir avec comme Facebook, le prochain Facebook ou Google, si on va profiter des data comme eux. Mais par contre, on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà, on a les données, mais on ne sait pas qu'est-ce que comme valeur on peut en extraire. Mais du coup, on va faire la data science. Et là, c'est le début de fin. Axiome numéro 1 va nous permettre de comprendre pourquoi. Quand un data scientist sait ce qu'il doit chercher dans des données, il peut mettre beaucoup de temps à le trouver et le résultat n'est pas garanti. Effectivement, quand on commence le projet de data science, ça a l'air assez abordable. Donc, on fait notre petit plan d'action, on a nos variables, notre algorithme qu'on veut tester. Mais quand on s'y met, c'est plutôt le trou infini. Effectivement, les variables ne vont pas, les qualités de données ne sont pas adéquates. On va tester d'autres variables, on va construire nos variables, on va tester d'autres algorithmes, on va faire plein de benchmarks. Et donc, ça peut durer longtemps et à la fin, on va dire ça marche finalement pas. Et l'exemple assez classique, c'est par exemple la prédiction des conversions. Une conversion de la publicité, c'est donc quand vous cliquez sur la publicité et après vous faites l'achat de quelque chose ou vous inscrivez sur le site. Donc là, l'état de l'art, il est énorme, il a beaucoup de travail, beaucoup de boîtes et finalement, le résultat, il est loin d'être satisfaisant. Et alors, quand un data scientist ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche, c'est garanti qu'il ne trouve rien. Pour une petite anecdote, à l'époque, une de mes premières missions que j'ai fait, on m'a demandé de trouver l'innovation. Pour disclaimer, trouver l'innovation, ce n'est pas l'objectif valable pour le data scientist. Mais bon, jamais fait la mission comme ça avant, donc j'ai testé pour vous. Donc, on m'a dit trouve-nous l'innovation. Je dis OK, je commençais. Je me suis retrouvée avec une base de données qui était à la moitié vide, avec les données de qualité pitoyable. Et donc, c'était les enregistrements erronés, les agrégations qui se faisaient mal. Donc, j'ai signalé ça à mes responsables et on m'a dit écoute, on sait tout ça. On t'a pas embauché pour que tu nous dises que la qualité des données n'est pas bonne. On t'a embauché pour que tu nous trouves l'innovation. OK, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé plusieurs idées d'évolution, on va dire perspectives de data science avec ces données-là. Je proposais ça à mes responsables, on m'a dit, écoute, ça c'est pas l'innovation. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est l'innovation? J'avais aucune idée qu'est-ce que c'était l'innovation pour eux, mais eux, ils n'avaient aucune idée non plus. Donc, on a terminé le projet et ça finit plutôt bien parce que la plupart des boîtes continuent à creuser le schéma alors que ça ne vaut pas le coup. Les projets, les perspectives, ça finit dans le placard ou ça finit dans les dossiers des CIR et ça ne voit jamais l'utilisateur, ça ne voit jamais le jour. Pour que ça n'arrive pas, la première chose à faire, c'est mesurer. C'est comme pour faire un costard sur mesure, d'abord, il faut prendre les mesures. Et donc, les données, tout comme les gens, ils ont les morphologies différentes. Et en fonction des morphologies, vous n'allez pas choisir la même coupe. Et donc, commencer à prendre les mesures, c'est tout simple. Vous organisez vos données dans les bases de données, vous commencez à récupérer les métriques simples, les comptes, aggregate, les min-max. Et ça va vous forcer déjà à bien organiser vos données. Donc, les pipelines étaient basiques.
vous allez découvrir simplement, ici la data science, les règles métiers et les patterns dans les données. Et vous allez commencer à faire attention à la qualité et à l'accessibilité des données. Et là, peut-être vous arrêtez là. Parce que vous allez découvrir que même sans data science, vous commencez déjà avec les visualisations de vos statistiques simples, créer les valeurs, vous allez prendre les décisions, meilleures décisions, etc. Mais ça peut arriver que vous allez voir que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et vous avez des vraies problématiques et vous pourrez commencer à faire la data science. Et là, les data scientists que vous allez embaucher ou former auront déjà une bonne base pour commencer le projet. Là, c'est un exemple d'une grave erreur qui a été commise par Macron dans une soirée avec la princesse de Danemark. Donc, est-ce que vous pensez que ces deux costumes, ils sont pareils? Ils sont les mêmes? Qui pense qu'ils sont les mêmes? Ah, tu penses quand même ils rassemblent quand même, non? Effectivement, ils rassemblent, mais ils ne sont pas les mêmes. Donc, Macron, ce jour-là, ce soir-là, il portait un costume avec la jaquette arrondie. Et alors que l'étiquette et le dress code de ce soirée, la tradition de Danemark, nécessitaient le costume qui s'appelle Que d'épi, que portait Bruno Le Maire. Et donc, vous voyez sur le dessin que il a les petits détails qui le différencient. Et en fait, voilà, en data science, vous pouvez aussi vous retrouver avec un algorithme qui rassemble un autre algorithme, mais il ne va pas du tout, donc algorithme qui va pas adapté à vos données, mais il ressemble à un autre algorithme qui est parfaitement adapté à ces données. Et donc, si vous êtes néophyte ou si voilà, vous n'êtes pas dans le domaine, vous pouvez longtemps essayer de fitter cet algorithme et jamais y arriver. Axiome numéro 2, il dit que donc, la data science est un domaine pluridisciplinaire, extrêmement vaste et qui suppose des techniques et compétences différentes. Bon, c'est un truc large, vous allez dire, et effectivement, si on regarde la Wikipédia, ça ne va pas nous aider, parce que, voilà ce qu'il dit, que data science emploie les techniques plus larges que des mathématiques, alors que les mathématiques sont déjà les domaines larges, donc voilà. Moi, comment je préfère présenter la data science, c'est plutôt un parapluie sous lequel il y a plusieurs sous-domaines. Donc, web sémantique, traitement d'images, traitement de vidéos, et chaque domaine a ses spécificités. Donc, pour ne pas se trouver comme Macron avec un algorithme qui ne respecte pas le dress code de vos données, il faut se spécialiser. Donc, il faut définir la problématique spécifique à vos données pour trouver les ressources et profils aux compétences adaptées. C'est trop simple. Si vous avez un texte, vous allez plutôt faire un traitement de langage. Et si vous avez les images, vous allez faire plutôt traitement d'images. Et ça semble assez évident, mais croyez-moi, j'ai vu les gens qui emploient les algorithmes qui sont plutôt adaptés, par exemple, pour panier de e-commerce, il adapte aux métriques IoT, aux images, et à tout. En fait, voilà, ça se lance, mais ça ne fit pas. Et après, voilà, ils disent que ça ne marche pas. Donc, effectivement, des fois, ça ne marche pas, pas forcément parce que, voilà, c'est trop compliqué, mais effectivement, parce que peut-être on a impliqué pas un bon algorithme. Donc, axiome numéro 3. On va parler ici du recrutement. Effectivement, du recrutement, de la formation. Et cette action dit qu'il n'y a pas de corrélation entre les compétences en data science impliquées et le niveau d'études. Effectivement, il y a quelques temps, c'était plutôt le mainstream, le fait que tous les offres de data science avaient l'exigence d'avoir le doctorat. Maintenant, c'est un petit peu mieux, mais en tout cas, ce que je peux vous dire,
qu'il n'y a aucune corrélation. Effectivement, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient développeurs. À la base, n'avaient même pas de niveau en statistique ou en maths, mais ils étaient assez curieux et donc ils ont arrivé à devenir les excellents data scientists. Et je ne veux pas diminuer l'importance de l'expérience acquise pendant la thèse, mais l'expérience acquise pendant les années de développement, il est super important aussi. Donc, ce que je conseille voir plutôt que le niveau d'études, c'est la curiosité des candidats et est-ce qu'il a peur ou pas de se salir les mains dans le code. Il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un article du blog d'Exibia qui était en globalité juste et bien, mais cette phrase, elle m'a beaucoup dérangée. Donc, ce qu'ils disent, c'est que data scientist ne peut pas forcément coder proprement, il livrait facilement un produit maintenable. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette formulation, mais effectivement, j'ai vu beaucoup des cas aussi quand les gens, ils créent les data scientists, ils créent leurs modèles en MATLAB, en R, et après ils filent ces modèles aux équipes de développement qui après redéveloppent. Sauf que les équipes de développement, souvent, ils n'ont pas de temps de redévelopper ces modèles, et du coup, c'est fini encore une fois dans le placard. Donc, il n'y a aucune raison que les data scientists ne savent pas coder et je ne veux pas dire qu'ils doivent être licornes et donc savoir faire tout, mais je pense que si vous ne savez pas coder et si vous savez coder qu'en R, en MATLAB, allez sur, je sais pas, Coursera et c'est que comme ça que vous pourrez en fait réussir et avoir vos modèles dans la production. Donc, sur cette note un peu furieuse, il y a quelque chose aussi que vous devez dire à vos data scientists, c'est que les data scientists ne jouent plus avec les données pour le fond et les compositions sur le Kaggle. Donc, vous connaissez Kaggle ? Voilà, il y a beaucoup de monde qui le connaît, c'est du coup une plateforme avec les compétitions où les sociétés mettent les datasets et les gens ils essayent en fait d'arriver en tête des classements avec les erreurs, le plus petite erreur. Mais en réalité, c'est pas notre objectif ultime dans les entreprises, donc ça peut finir mal. Aussi, les data scientists n'écrivent pas des algorithmes innovants et complexes pour publier un papier. Bon, ça c'est plutôt pour les gens qui viennent de la recherche, mais effectivement, pour ces gens-là, j'ai aussi les candidats qui en fait voulaient travailler dans le privé en tant que data scientist, mais continuer à faire la recherche. Donc là, il faut mettre bien au clair ça au plus tôt possible pour ne pas décevoir les deux côtés, que le rythme et l'objectif sont pas pareils en recherche et en privé. Et du coup, mettre au clair que le data scientist doit créer la valeur qui est perceptible par l'utilisateur. Et là, donc, axiome numéro 4, c'est ma préférée. Le data science, c'est un sport d'équipe. Il y a un tweet qui a été posté par François Chollet, qui est un créateur d'une fameuse bibliothèque du deep learning Keras, qui dit que l'organisation ne peut pas avoir maturité et fluidité en machine learning et data science qu'avec un projet et il a besoin d'avoir l'esprit, un bon processus. Et il avait des commentaires à ce tweet que j'ai bien aimé et qui pointe tous les deux la même problématique, c'est le fait que l'intégrité d'entreprise n'y comprend pas qu'est-ce que c'est la data science. Et donc dans un premier cas, dans un premier commentaire, donc management il ne comprend pas qu'est-ce que c'est la data science, il a peur de data science, il a peur de machine learning, c'est quelque chose obscur et donc le potentiel de data science n'est pas réalisé. Dans le deuxième tweet, alors il pointe sur le problématique quand management ne comprend pas la data science, il pense que c'est une baguette magique qui résout toutes les problématiques. Et ça, c'est aussi, ça peut être frustrant pour les data scientists et pour l'entreprise. Donc, data science, souvent, en fait, touche à tout. Ça fait partie un petit peu de tech, un petit peu de business, mais pas intégralement. Donc, beaucoup d'équipes data science se retrouvent en fait dans une bulle isolée et ça c'est aussi pas un bon signe.
Donc, il faut collaborer. C'est tout simple que ça. Et effectivement, collaboration n'est pas facile parce que la terminologie en data science, c'est assez spécifique. Il faut vulgariser au fond. Dans ma précédente boîte, chez Tabmo, donc, on a fait un exercice. On a expliqué, les data scientists, ils ont expliqué donc, les algorithmes du machine learning aux développeurs. Et eux, ils ont dessiné en fait leur interprétation de ces algorithmes vulgarisés. Et donc, vous voyez bien que avec ça, tout le monde peut comprendre que c'est pas obscur, ça fait pas peur, c'est accessible et c'est pas non plus magique. Un autre exemple, souvent on a donc parlé avec notre management, nos benchmarks, on leur a montré nos benchmarks des différents algorithmes. Et pour expliquer notre choix, on choisissait les métriques que notre management ne comprenait pas du tout. Donc on a créé en fait l'image graphique avec laquelle tout le monde pourra comprendre de quoi on parle et comment on fait un choix et participer à ce choix-là. Je suis arrivée chez Convat, dans ma boîte actuelle, il y a 2 mois. Donc, j'ai découvert la spécificité de cette boîte que on ne produit pas juste le logiciel, mais on produit également les box physiques et on fournit tous les accessoires pour les objets connectés pour mesurer la consommation des appareils électriques. Et donc, la boîte, elle avait une équipe qui s'occupait d'électronique, une autre équipe qui s'occupait de support, une autre équipe qui faisait le service client avec le coaching énergétique. Il avait plusieurs équipes commerciales. Bref, il avait beaucoup d'équipes. Et pour m'y retrouver, surtout pour comprendre comment eux ils ressentent du coup la data science, je leur proposais un atelier dans lequel donc je leur expliquais déjà ce que c'était la data science et je leur proposais de mettre les idées, comment eux ils ressentent les use cases data science chez Convat. Et donc vous voyez que j'ai eu une belle matière pour les prochaines roadmaps. Et par la suite, on a aussi voté pour ces idées pour comprendre qu'est-ce que c'était important, qu'est-ce que c'était un petit peu la science-fiction, etc. Et ça nous a permis aussi un peu de discuter. Pour eux, c'était aussi un petit peu éclaircissement et je leur expliquais les besoins, en fait, comment je fais le choix entre les idées, comment ils sont liés, qu'est-ce que c'était pas la data science, parce qu'effectivement, il y avait certaines idées qui étaient plutôt, l'intelligence artificielle, la science-fiction. Et donc, c'était le premier pas avec lequel on a commencé à créer notre esprit des data science dans l'organisation. Et donc, action 5. Bon, c'est bien de collaborer avec les équipes, mais il ne faut pas oublier qu'on travaille pour apporter la valeur à l'utilisateur. Et donc, il faut connaître les personas et comprendre leurs besoins. Il y a 2 méthodes dans le auto-management qui étaient décrites par Francesca Gino dans le bouquin Rebel Talent. Donc, la première méthode, le The Grow Method, c'est une méthode dans laquelle on vous donne la tâche, on vous fournit un besoin, et puis les hypothèses qui vont avec. Et vous faites confiance à ces hypothèses, vous ne les questionnez pas, vous continuez vos projets en se posant sur ces hypothèses. La deuxième méthode, c'est Go Back Method. Et là, en fait, vous commencez à se doter des hypothèses initiales, vous commencez à voir l'utilisateur et vous commencez donc peut-être creuser qu'est-ce qui va pas. Et grâce à cette méthode, un chercheur, c'est écrit aussi dans ce bouquin, qui avait la tâche de créer un médicament pour les malades Parkinson qui avaient les tremblements des mains et qui ne veulent pas, par exemple, manger le matin normalement. Et donc, dès le départ, il devait créer le médicament. Mais en discutant avec les patients, en comprenant mieux leurs besoins, finalement, il a créé un appareil innovant avec le gyroscope qui absorbait les tremblements. Et c'était déjà suffisant pour ces patients. C'était beaucoup plus rapide. Et parce que le médicament, c'était même pas sûr qu'il pourra le découvrir. Donc,
là, c'est action numéro 5, donc go back to user. Moi, j'utilise les méthodes et les techniques qui sont décrites dans ces deux bouquins, Game Storming et Design Sprint. Donc, qui vous donne en fait une trousse à l'utile pour pouvoir engager les utilisateurs et pouvoir aussi faire en sorte que tout le monde parle le même langage. Donc, c'est les jeux, les ateliers qui permettent faire parler data scientists le même langage que les utilisateurs, le business, les développeurs. Et en fait, donc, j'ai testé ça donc, dans ma boîte précédente chez Tabmo. On voulait créer du coup un système de recommandation parce que les utilisateurs ils avaient besoin. Et on était trop excités. C'était trop cool. Les utilisateurs aussi. Donc nos utilisateurs, c'est les gens qui configuraient les campagnes publicitaires. Donc on a organisé cet atelier, donc on leur a expliqué ce que c'était le système de recommandation et comment on le voyait, plus ou moins, pour ne pas leur imposer nos idées. Et puis on les a demandé donc de plier une feuille de papier en 8 et puis sur chaque carré, dessiner un petit détail d'interface des systèmes de recommandation, comment eux, ils le voyaient et comment eux, ils le voulaient. Et donc, en 8 minutes, ça a pris 8 minutes. Et après, une fois qu'ils ont présenté leur sketch, on les a divisés en 2 équipes et ils ont créé les storyboards en se basant sur les idées de ce sketch. Et l'idée du système de recommandation, comme on le voyait nous, c'était pas du tout l'idée que eux le voyaient eux, et du coup, c'était absolument différent et c'était plus facile de faire, satisfaire le besoin actuel plutôt que faire notre système de recommandation qui était finalement trop compliqué. On le voyait trop compliqué, donc ça nous a permis d'avancer et finalement d'avoir un résultat plus rapidement qu'on le estimait dès le début. Action numéro 6, donc quand vous faites le costard sur mesure, en fait vous faites plusieurs essayages. Et donc le premier essayage, vous faites avec un tissu qui n'est pas le tissu qui sera utilisé pour votre costume final. Donc effectivement, parce que plusieurs choses peuvent changer. Mais vous pouvez déjà voir à quoi rassemble votre costard. Et en data science, c'est pareil. Et plus on tarde à mettre le modèle en phase d'A/B testing, plus il y a des chances que le modèle ne soit jamais utilisé en production. Donc, il faut aller vite, il faut faire rapidement nos premiers essayages. Parce qu'effectivement, comme on a vu dans la première action, le data scientist il peut en fait infiniment chercher le meilleur modèle et peut tester plusieurs choses. Voilà, on est très curieux. Et finalement, ça peut être détruit par A/B testing. Donc, faites des A/B tests et SAP. Et action 6, c'est ne pas traîner. Ça vous permettra donc de revenir vers l'étape 6, redéfinir le besoin, analyser le feedback d'utilisateur et puis pour les derniers essayages, améliorer le modèle. Donc il ne faut pas forcément faire vos modèles tout de suite bien, avec le code bien les formater, etc. Même le code en Python, parce qu'en Python, il faut beaucoup de temps pour faire un code bien. Donc, et finalement, vous pouvez faire votre costume avec un bon tissu, avec un bon langage, comme Scala, par exemple. Et vous arrivez assez rapidement à un résultat. Vous allez avoir le résultat et le feedback plus rapidement. Donc, axiome numéro 7. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et effectivement, comme on a vu,
tout à l'heure, il faut collaborer avec tout le monde, il faut parler avec l'utilisateur, il faut que l'intégralité de l'organisation soit au courant de qu'est-ce que c'est data science, les avancements, etc. Mais je pense que ce qui est aussi très important, c'est voir d'autres data scientists, c'est voir qu'est-ce qui se passe ailleurs et c'est pour ça, action numéro 7, c'est aller plus loin, ouvrez-vous aux communautés de data science. Parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a beaucoup aidé à avancer. Et des fois, c'est vrai que data science, c'est quelque chose sur la base vote. Et donc, on peut voir plusieurs articles, plusieurs démos, plusieurs conseils, plusieurs code sur GitHub et finalement on peut faire confiance à quelque chose qu'on ne connaît pas et choisir un truc, voilà, se dire que data scientists ils ne peuvent pas coder par exemple. Et les communautés de data science justement ça vous permettra de rencontrer les gens qui travaillent vraiment dans le métier et les gens qui sont à proximité de vous et à qui vous pouvez faire confiance, qui peuvent vous apprendre plein de choses et peut-être vous aussi vous pouvez partager avec eux vos problématiques, vos blocages et avancer plus rapidement. Donc, pour finaliser, donc, on a vu cette action pour arriver jusqu'à la data science sur mesure. Donc, c'est très simple. Peut-être vous n'avez pas besoin de tous les 7. Vous pouvez commencer avec 4 si vous avez déjà les équipes ou si vous êtes déjà data scientist. Peut-être vous n'avez même pas, vous vouliez même pas faire la data science et peut-être vous pouvez commencer à mesurer et voir est-ce qu'il y a le potentiel ou pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, que la data science, c'est taillé sur mesure. Ça prend du temps. Et ça prend d'efforts, mais c'est accessible à tout type d'organisation. Donc, vous n'êtes pas obligé à avoir beaucoup de sous comme Facebook ou Google. Vous avez besoin juste d'avoir la patience, prioriser les projets de data science et essayer de le comprendre. Voilà. Ou essayer de l'expliquer si vous êtes data scientist. Merci.